Nous sommes le 1er mars 2005, un peu avant 7 heures du matin. Le SAMU de Hambourg, en Allemagne, reçoit un appel bouleversant d'un père de famille. Il est profondément préoccupé par le sort de sa fille Jessica, âgée seulement de 7 ans, qu'il croit plongée dans le coma pour des raisons inexplicables. La description qu'il donne de la situation est alarmante. Jessica est couverte de vomi et semble complètement apathique. À l'arrivée des médecins urgentistes, une scène macabre se dévoile. Allongée sur le lit parental, les jambes relevées, la petite fille présente un aspect émacié. Sa peau est cireuse et lui donne presque l'apparence d'une momie. Les urgentistes constatent de la rigidité cadavérique du petit corps de Jessica, prouvant qu'elle est décédée depuis plusieurs heures déjà. Comment le père peut-il croire à l'idée que sa fille est simplement plongée dans le coma? Le choc émotionnel? Une explication possible, mais écartée par les médecins, puisqu'il note également l'état de saleté de Jessica et de ses vêtements déchirés, réparés par des serre-câbles en plastique. Mais c'est surtout sa maigreur extrême qui choque les urgentistes. Face à ces anomalies, les autorités sont alertées. La police effectue une fouille sommaire de l'appartement, et la chambre de Jessica ressemble plus à un cachot qu'à une chambre d'enfant. Sans vue sur l'extérieur, plongée dans l'obscurité, l'humidité et le froid. La mère, Marlise, 35 ans, et le père, Burkhard, 49 ans, sont emmenés par la police et placés en garde à vue, car soupçonnés d'homicide. Cette vidéo explore l'histoire déchirante d'une enfant devenue invisible, subissant pendant 7 ans la négligence extrême de ses parents, transformant son quotidien en une torture sans fin. Cette affaire bouleversante choquera l'Allemagne et influencera le destin de milliers d'enfants, puisque les défaillances administratives et sociales relevées dans cette tragédie attribueront un rôle crucial à l'État, l'obligeant à prendre des mesures immédiates et à mettre en place de nouvelles lois pour la protection des enfants négligés dans le pays. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de cet enfant invisible, l'histoire de Jessica. Salut à tous, c'est Manaria. Tellement heureuse de pouvoir vous proposer de nouveau du contenu. Certains abonnés sont au courant du problème que j'ai rencontré durant mes vacances. Mon ordinateur a cramé. J'ai vu de la fumée sortir de ses entrailles. Son âme s'est envolée, emportant avec elle toute sa mémoire et donc toutes mes recherches et enregistrements. Mais un nouveau bébé a pris place dans mon studio. Un gros bébé. Et celui-ci, c'est du costaud. Donc pas de raison que ce genre de choses se reproduisent. J'espère que les fêtes se sont bien passées de votre côté. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année. Et une fois de plus, merci pour votre soutien. Nous sommes maintenant plus de 2500. J'espère réussir cette année à atteindre les 10 000 abonnés, ce serait énorme. Donc si vous souhaitez m'aider dans cet objectif 2024, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et si vous ne souhaitez rien louper sur la chaîne, vous avez la possibilité d'activer la cloche de notification. Bon, maintenant que tout est dit, je vous préviens, l'histoire d'aujourd'hui, elle est particulièrement choquante. Certains détails importants sont compliqués à entendre. Prenez de quoi vous réconforter, un plaid ou quelque chose de doux à déguster, et laissez-moi vous raconter l'histoire de Jessica. Donc, comme dit plus tôt, suite à la découverte du corps de Jessica le 1er mars 2005 et de sa chambre présumée, les parents sont placés en garde à vue car soupçonnés d'homicide. Pendant ce temps, le corps de Jessica subit les premiers examens par les médecins légistes et donne déjà une première idée de ce qu'elle a vécu. Le corps frêle de Jessica est pesé, dévoilant un poids de seulement 9,6 kg, correspondant à celui d'un enfant de 1 an. Les médecins concluent qu'elle était probablement sous-nourrie, incapable même de se tenir debout. Les premières informations de l'affaire fuitent rapidement et sont très vite médiatisées, faisant la une des journaux nationaux. Les journalistes se rendent au domicile de Jessica pour interroger les voisins, puisque le peuple allemand est perplexe quant à la manière dont une telle tragédie a pu passer inaperçue pendant des années. Les voisins affirment ne pas avoir eu connaissance de l'existence de Jessica, pensant que seuls 2 adultes habitaient l'appartement. La question se pose alors, comment une enfant peut-elle mourir de faim sans que personne ne s'en aperçoive? En sachant que la famille vit dans cet appartement de Hambourg
Yenfeld, depuis un peu plus de 4 ans. Et personne n'a vu Jessica. Un autre élément interpelle l'opinion publique. En août 2005, Jessica aurait dû avoir 8 ans et aurait dû être inscrite à l'école primaire depuis l'âge de 6 ans. En Allemagne, la maternelle n'est pas obligatoire, contrairement en France, mais elle reste possible. Les parents ont le droit de choisir comment gérer les premières années d'éducation de leurs enfants puisque plusieurs options leur sont proposées. Puis à 6 ans, ils doivent obligatoirement inscrire leurs enfants en primaire. Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas pour Jessica ? D'autant plus que l'école est située à côté de l'immeuble familial. Le directeur de l'école primaire où Jessica aurait dû être inscrite est interrogé. En Allemagne, le bureau d'enregistrement des habitants envoie des listes de noms aux écoles. Listes qui correspondent aux enfants atteignant l'âge de 6 ans prochainement et qui doivent être inscrits en école primaire. En décembre 2003, le directeur reçoit le nom de la petite Jessica. Un courrier est immédiatement envoyé aux parents pour leur rappeler d'inscrire la petite puisque bientôt 6 ans. Ce premier courrier reste sans réponse. 2 autres suivent, dont une convocation à la date du 13 février 2004, mais toujours rien. Personne ne se manifeste. Le directeur envoie alors un de ses élèves qui habite la même tour que Jessica vérifier que la famille vit bien sur place. Alors malgré la bonhomie qui se dégage de ce directeur d'école, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi c'est pas lui qui se déplace, ou un des professeurs, en sachant en plus que l'école, elle est juste à côté. Envoyer un enfant, je trouve que c'est limite, mais bref. L'élève rapporte donc ce que les voisins lui ont dit. 2 adultes vivent ici, mais aucun enfant n'est vu. Et le directeur n'est pas vraiment surpris de la situation, puisque d'après ses dires, cette situation arrive assez souvent. Le quartier dans lequel se trouve l'école est un des quartiers les plus pauvres de Hambourg. Et des enfants placés ou des familles qui déménagent dans l'urgence arrivent assez fréquemment. Yenfeld, étendu sur 5 km², abrite plus de 25 000 habitants, dont un tiers résident dans des tours transformées en logements sociaux. Ces tours ont été construites dans les années 70, remplaçant des logements de fortune en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque Yenfeld a été quasiment rasé de la carte après de nombreux bombardements. 42% des enfants de moins de 15 ans de Yenfeld proviennent de familles dépendant exclusivement de l'aide sociale, et la stabilité de ces familles est souvent précaire. En avril 2004, le directeur de l'école, qui n'a aucune nouvelle des parents, envoie le dossier de Jessica à l'académie, mais également au Rébus. Les Rébus sont des centres sociaux d'aide à la jeunesse. On en trouve dans chaque région allemande. Leur travail est de conseiller les enfants en difficulté, leurs parents et les enseignants sur des questions scolaires, pédagogiques et ou psychologiques. Ils aident les enfants en difficulté à conserver leur vie scolaire ou sociale. Un des employés de Rébus de Yenfeld travaille donc sur le cas de Jessica. Il se rend à 3 reprises à l'adresse des parents, laissant systématiquement des courriers dans la boîte aux lettres. Il questionne alors les voisins, qui lui certifient qu'aucun enfant n'habite à cette adresse. Cet employé finit par laisser tomber, pensant qu'encore une fois, des parents ne transmettent pas les informations nécessaires au suivi d'un enfant, sans doute placé quelque part, et que le registre des habitants n'a pas été correctement mis à jour. Il n'alerte d'ailleurs pas l'office de protection de la jeunesse, puisque d'après les voisins, comme l'enfant n'est pas là, il n'y a pas de danger à dénoncer. Personnellement, je trouve ça incroyable comme situation. L'employé du Rébus ne va pas chercher à confirmer les dires des voisins. Je ne comprends pas comment il peut être certain que tout va bien. À croire qu'en exploitant certains dysfonctionnements des administrations de l'époque, il était facile de faire disparaître un enfant. Comment est-il possible qu'aucune enquête ne soit lancée lorsque l'enfant manque à l'école et n'est pas chez ses parents ? Le martyre de Jessica révèle des lacunes dans le système de protection de l'enfance allemande. La pression médiatique pousse le Sénat à se réunir rapidement pour discuter de ces dites lacunes. Surtout après que la médecine légale rende son verdict sur l'état du corps de Jessica et les causes de son trépas. En effet, nous sommes quelques jours après son décès et des informations concernant l'autopsie de Jessica fuitent. Les médecins découvrent que la petite est décédée en s'étouffant avec son vomi, puisque trop faible pour dégager ses voies respiratoires. Ils découvrent dans ses intestins des morceaux de moquette, qu'elle a sans doute arrachés du sol de sa chambre pour les manger, puisque affamée. La malnutrition qui, ayant rendu les selles de Jessica dures comme de la pierre, a entraîné la rupture de la paroi de ses intestins, provoquant une occlusion intestinale mortelle quelques jours avant son décès.
Les derniers jours de sa courte vie ont donc été marqués par d'atroces douleurs. Les gens sont choqués par ces dernières informations. Et ce n'est que le début. Ils ne sont clairement pas prêts à entendre la suite durant le procès, vous le verrez. Le travail des légistes terminé, le corps de Jessica peut être enfin enterré. Son cercueil est placé dans la petite chapelle du cimetière de Leinfeld pour ne pas simplement l'enterrer. Les gens n'ont pas le droit d'entrer, seul le pasteur et quelques invités sont autorisés à se recueillir auprès de Jessica. Puis le 11 mars 2005, Jessica est enterrée, dans une ambiance particulièrement lourde. La présence de nombreuses personnes venues lui rendre hommage apaise quelque peu l'atmosphère. La présence de toutes ces personnes est belle et triste à la fois, puisqu'on s'occupe enfin de Jessica, mais il a fallu qu'elle perde la vie pour cela. Un membre du Sénat est également présent, voulant prouver l'engagement de l'État dans cette histoire sordide. Une messe commémorative est également célébrée. Le pasteur sent que le peuple en a besoin, puisque beaucoup de gens du quartier sont rongés par la culpabilité de n'avoir rien vu, et de ne pas avoir pu venir en aide à Jessica. Une grande foule est présente, et les places viennent même à manquer. En mai 2005, à peine 2 mois après le décès de Jessica, une réforme majeure est votée en Allemagne, la réforme de l'école primaire obligatoire. Cette décision politique fait suite à plusieurs rassemblements du Sénat, visant à mettre en lumière les failles du système de protection des enfants allemands. La nouvelle loi donne dorénavant aux employés des services sociaux en charge de la protection et du bien-être des enfants, tels que les rébus, le pouvoir d'entrer accompagné des forces de l'ordre dans les habitations des familles qui ne présentent pas leurs enfants à l'école primaire. Ce droit est précédemment réservé à l'Office de protection de la jeunesse, qui dorénavant devra être immédiatement informé en cas de non-présentation d'un enfant à l'école. Cette réforme va au-delà en introduisant un registre des étudiants complémentaire au registre des habitants existants. Des protocoles de mise à jour plus rigoureux sont mis en place pour garantir une gestion plus efficace de ces registres, renforçant ainsi les mécanismes de suivi des enfants en âge scolaire. Cette évolution législative vise à prévenir de futurs cas de négligence en matière d'éducation et à renforcer la protection des enfants, en garantissant une meilleure collaboration entre les services sociaux, les forces de l'ordre et l'Office de protection de la jeunesse. Le 24 août 2005, le procès des parents de Jessica commence et va dévoiler des informations insoutenables et révoltantes. La file d'attente à l'entrée du tribunal est remplie de personnes en colère, exigeant de voir les visages des responsables de la mort de Jessica. Beaucoup réclament la peine de mort. Et à l'intérieur de la salle d'audience, les parents de Jessica semblent à première vue totalement ordinaires. Marlise, 35 ans, est donc la mère de Jessica. Durant l'enquête, son passé est fouillé, les enquêteurs cherchant à comprendre comment une mère peut en arriver à de tels extrêmes. Marlise est née en 1970. Elle vit avec sa mère et ne connaît pas son père. Elle a eu 2 grands frères à arriver avant elle, mais ils ne sont plus là, décédés bébés dans des circonstances inexpliquées. Elle est donc par conséquent enfant unique. Elle vit dans un studio avec sa mère qui a de graves problèmes d'alcool. Marlise voit défiler beaucoup d'hommes qui couchent avec sa mère dans le lit juste à côté du sien. À 8 ans, sa mère se met en couple avec son propre oncle, l'oncle Ernest. Cet homme pervers qui regarde des films pour adultes sans se soucier de la présence de Marlise qui n'est qu'une enfant. Durant les ébats de la mère de Marlise et de l'oncle Ernest, il lui hurle qu'elle sera la prochaine, en sachant que c'est quand même une enfant qui a 8 ou 9 ans. Et elle a l'ordre de rester cachée sous sa couverture et de ne pas en sortir. C'est d'ailleurs une habitude qui apparemment est récurrente, puisque la tante de Marlise, la sœur de sa mère donc, a vécu durant quelques semaines dans ce studio et a pu constater du mauvais traitement que Marlise subissait. Mais si Marlise sortait la tête de la couverture, sous laquelle elle devait parfois rester toute la journée, il la tirait par les pieds et lui fracassait la tête contre le sol. Alors moi je veux bien qu'elle raconte ça aux enquêteurs et durant le procès, mais comment elle a pu en fait ne rien faire face à de telles choses. Bref, elle raconte également que dans l'appartement la nourriture n'est pas une priorité malgré la présence d'une enfant. C'était plus café, alcool en tout genre et cigarettes. L'oncle Ernest disait d'ailleurs que les enfants c'est comme les mauvaises herbes, ils trouvent toujours à manger. Merci oncle Ernest. Et cet homme dégoûtant a forcément fini par abuser de Marlise. Elle subit alors divers attouchements, dont certains devant sa mère qui ne fait rien.
À 13 ans, elle part de cet appartement pour aller vivre chez sa tante, chez qui elle va être logée jusqu'à sa majorité, puis s'installe dans un foyer pour jeunes. Marlise entame une formation en coiffure, mais déclare rapidement une allergie. Elle ne retravaillera jamais après cela. En 1990, Marlise a 20 ans. Elle se rend à une soirée organisée par un de ses amis qui vit en colocation. Au cours de cette soirée, elle rencontre un de ses colocataires, Ralph, 22 ans. À l'époque, Marlise est enceinte, mais elle dissimule sa maternité. Elle se cache le ventre en le ceinturant. Ralph et Marlise entament donc une relation, et lui, il découvre rapidement qu'elle porte l'enfant d'un autre homme. Mais ça ne le dérange pas, il est amoureux et accepte la situation. Et il demande sa main, très rapidement. Marlise accouche finalement d'un petit garçon, et dès le départ, Ralph remarque le comportement étrange de sa femme. Peintre en aéronautique, Ralph part toute la journée, et il reçoit sans arrêt des appels de Marlise, lui demandant de rentrer plus tôt, car elle n'arrive pas à s'occuper du nourrisson. Prétextant par exemple l'odeur des couches qu'elle ne supporte pas. Durant le procès, Ralph raconte qu'elle laissait le petit dans le noir toute la journée et que lorsqu'il avait faim, elle attachait le biberon autour du poignet afin qu'il se nourrisse seul. Fatiguée de l'entendre pleurer, elle fixe la tétine à la bouche du petit avec un élastique. Il pouvait ressentir la haine de Marlise envers cet enfant. Il pense alors que comme il n'a pas été conçu dans l'amour, elle le rejette. Et ensemble, décident à ses 8 mois de le placer à l'adoption. C'est la tante de Marlise qui s'occupera de ce placement. Après cet épisode, Marlise promet à Ralph que s'ils font des enfants ensemble, ces problèmes n'existeront pas. En 1992, leur premier fils naît, Philippe, et en 1994, c'est au tour de Jacqueline. Malheureusement, les 2 enfants qu'ils conçoivent ensemble seront traités de la même manière par Marlise. Ralph parle de l'incapacité de Marlise à entrer dans la même pièce que ses 2 enfants. Il propose alors à Marlise une thérapie familiale, mais elle refuse. En 1995, le couple finit par divorcer. Ralph se bat alors pour la garde des enfants et obtient leur garde totale puisque de nombreuses preuves attestent de l'incapacité de Marlise à s'en occuper. Ralph a annoncé durant le procès qu'il était très heureux de s'être battu pour ses 2 enfants, car il est persuadé qu'ils auraient vécu la même chose que Jessica. Puis en 1996, elle rencontre Burkhard. Ils entament très vite une relation et vivent tous les 2 chez un ami. Marlise tombe alors enceinte de Jessica, dont elle essaie d'avorter avec un tournevis, mais sans y parvenir. Je sais pas comment on peut faire ça. Elle accouche alors de Jessica en août 1997, son ex-mari Ralph l'apprend et prévient immédiatement l'Office de la protection de la jeunesse. Sa dénonciation ne donnera rien. L'ami chez qui vivent les parents devient le parrain de Jessica. Menuisier de formation, il n'est pas là de toute la journée et lorsqu'il rentre, la petite est sans arrêt couchée. Il ne voit pas les parents jouer avec leur enfant. Parfois, il la garde et les parents lui disent de ne pas entrer dans la chambre, mis à part s'il l'entend pleurer. Il dit ne l'avoir jamais entendu pleurer. Quand je vois les interlocuteurs dans cette histoire, j'ai presque l'impression d'être face à un monde parallèle. Ce qu'il rapporte est complètement fou, surtout lorsque l'on sait qu'ils sont restés plus de 2 ans chez lui. 2 ans où il a quasiment pas vu la petite Jessica et il s'est absolument pas inquiété. Le gars a fait confiance 100%. Il n'y a pas d'enfant qui pleure, il n'y a pas de bébé dans le salon qui joue. Je trouve ça complètement fou. Et il décrit d'ailleurs, comme d'autres personnes, un couple sympathique. C'est horrible de devoir dire ça. Malgré son problème d'alcool et son caractère introverti, on dit de Burkhard que c'est un homme drôle et sociable, fiable au travail. Et Marlise est décrite comme une femme sympathique et humaine. Et contrairement à Burkhard, elle n'a aucun souci d'addiction. Bref, Marlise, Burkhard et Jessica finissent par emménager dans leur propre appartement, à Hambourg-Jenfeld, dernière demeure de Jessica. Du côté de Burkhard, très peu d'informations. C'est un homme qui, durant l'enquête, est très discret. Il répond souvent par « je ne sais pas » ou « je ne peux pas vous répondre ». Et pendant le procès, il regarde droit devant lui, impassible. Burkhard est peintre en bâtiment au chômage depuis un moment maintenant. Les experts psychiatres et médecins légistes affirment qu'il possède un QI qui est dans la moyenne, qu'il n'a aucune maladie mentale, mais que son lobe frontal est plus petit que la normale. Sûrement lié à sa consommation excessive d'alcool, qui l'a d'ailleurs conduit jusqu'à la cirrhose.
Une atteinte du lobe frontal conduit à des difficultés cognitives et émotionnelles, réduit le flux de parole et emmène à l'apathie, donc une absence d'émotion et d'intérêt qui va jusqu'à l'indifférence. Cette atteinte cérébrale l'empêche de contrôler les choses, ce qui peut expliquer son comportement dans cette affaire. Les experts disent qu'il s'en fout d'à peu près tout et que ça lui facilite la vie. Et pour garder cet état, il continue de boire. Pour Marlyse, les experts ne décèlent rien de particulier. Son QI est également dans la moyenne. Elle n'est pas atteinte d'une pathologie psychiatrique quelconque. Ils décrivent Marlyse comme une femme émotionnellement froide, meurtrie par son passé, qui peut expliquer son comportement avec sa fille, mais qui ne l'excuse pas, on est d'accord. Nombre de gens ont eu une enfance difficile, et ce n'est pas une raison ou ça ne les a pas emmenés à traiter leur enfant de la sorte. Donc les psychiatres pensent que Marlyse déteste être restreinte par ses enfants, estimant que sa liberté est plus importante, et qu'elle ressent de la honte par rapport à ses qualités de mère inexistantes. Elle s'était dit qu'elle ne ferait pas comme sa mère, mais elle est finalement pire. Elle rejette tous ses enfants, et au lieu de réfléchir objectivement à la situation, elle cache ses problèmes dans le noir. Durant l'enquête, les policiers découvrent que Marlyse a eu un amant durant peu de temps. Celui-ci est entendu pendant le procès et raconte qu'un jour, il lui a demandé une photo de sa fille Jessica, et Marlyse lui a présenté une photo du chat de la famille, qui au passage, lui, pesait 5 kilos. Oui, j'ai trouvé cette information. Elle était notifiée étant donné que le poids de Jessica a tellement choqué que ils ont pas pu s'empêcher de comparer en fait le fait que le chat était mieux nourri que la petite. Jessica est donc venue au monde dans une famille socialement difficile. Son père est alcoolique, sa mère la déteste. Ils vivent donc à Yenfeld, quartier difficile, au 7e étage d'une tour. La police, durant les fouilles de l'habitation, constate que l'appartement de 70 mètres carrés est plutôt cosy, bien entretenu. Le salon est décoré et équipé de fauteuils, canapés, téléviseurs et ordinateurs. Dans la cuisine, ils retrouvent des épices dans les placards, de la nourriture dans le frigo, les casseroles sont encore sur la cuisinière. Un couloir dans lequel se trouvent les gamelles du chat de la famille sont posées au sol, propres et remplies. Salle de bain et toilettes sont rutilants. La chambre parentale est lumineuse et colorée, et une table à repasser est là, ouverte. Mais entre le salon et la chambre parentale se trouve celle de Jessica. Un mur fin sépare les pièces à vivre, avec cette pièce qui lui a servi de mouroir. La chambre de Jessica est plongée dans l'obscurité, puisque des films plastiques noirs et opaques sont collés sur les vitres. La fenêtre est vissée, empêchant l'ouverture des battants. D'immenses taches de moisis constellent le plafond. La moquette est arrachée par endroits, laissant voir le balatum en dessous. Dans la chambre, il n'y a pas grand-chose. Une vieille armoire sur laquelle sont posées des balles en plastique inatteignables pour un enfant. D'ailleurs, ce sont les seuls jouets présents dans cette chambre. Un lit superposé sur lequel est posé un vieux matelas duquel sort des ressorts en acier et recouvert de taches de diverses fluides corporels. Un radiateur dont le thermostat est coincé sur le minimum à l'aide d'un serre-câble. Et au sol, des couches sales, dans lesquelles les experts retrouvent des selles contenant des morceaux de serre-câble, prouvant que la petite Jessica, affamée, mangeait tout ce qu'elle pouvait. Le plâtre autour de l'entrée est creusé par de petits ongles, et la porte est recouverte de griffures. Et un élément est trouvé, et sera d'une importance capitale dans le procès des deux bourreaux. L'interrupteur de la lumière est arraché, et un fil de cuivre nu dépasse. Ce fil de cuivre a été rajouté, relié directement au 220. La moquette et le balatum sous l'interrupteur sont arrachés, laissant apparaître la chape de béton nettement plus conductrice en cas d'électrocution. La police est alors persuadée qu'ils sont en face d'un piège électrique mortel. Dans le noir, la petite tâtonne, à la recherche de l'interrupteur, et tombe sur le fil de cuivre. Parfait pour simuler un accident domestique. Les experts sont donc persuadés que l'intention de tuer Jessica était bien réelle dans la tête des parents. Au-delà du fait que les parents ne s'en occupaient pas, ils étaient motivés à l'idée de la voir mourir. Et durant le procès, cet élément sera utilisé pour alourdir les accusations contre les parents. Revenons maintenant le 1er mars 2005, jour du décès de Jessica. Les parents sont interrogés quant aux circonstances de ce jour tragique. Le père raconte que le matin du drame, Marlyse sort de la chambre de la petite, lui certifiant que la chienne est morte.
la chienne, c'est le surnom que Marlise donne à sa propre fille. Elle dépose donc le corps de la pauvre fillette sur le lit conjugal, jambes relevées, en prenant soin de placer ce petit corps sur une serviette de bain. Le père appelle les urgences et parle du soi-disant coma dans lequel il retrouve sa fille. Les médecins arrivent et constatent de la rigidité cadavérique de la fillette, prouvant qu'elle est décédée depuis au moins 2 heures. La police arrive alors sur place et questionne les parents. Que s'est-il passé ? Marlise dit que sa fille se plaignait hier dans la journée, elle l'a surveillée toute la soirée et lui a donné une part de pudding au chocolat qu'elle a mangé. Jessica avait l'air d'aller bien. Ce pudding, elle s'étouffera avec dans la nuit. Ils sont interrogés sur le poids de l'enfant et les parents disent simplement qu'elle n'a jamais été très épaisse et que depuis quelque temps, il était compliqué de la nourrir. Au vu de l'état de l'enfant et de sa chambre, les parents sont emmenés pour de réelles auditions. Le corps de Jessica est emmené au centre de médecine légale et ce que découvrent les médecins est inhumain. Jessica est vêtue d'une salopette en jean attachée avec des câbles. Sous ce semblant de salopette se trouve un body taché, déchiré à l'entrejambe, recousu avec des serre-câbles en plastique qui lui lacèrent les parties intimes. Sur sa tête, elle n'a plus de cheveux. Elle les a arrachés et les a mangés. Son poids est donc de 9,6 kg, le poids d'un enfant d'1 an. La malnutrition a transformé ses os en verre. D'après le médecin, si elle avait tenté de sauter ou de courir, ses os se seraient brisés. Il pense que Jessica devait souffrir d'un handicap mental, lié à ses années d'isolement, et que durant les derniers mois de sa vie, elle ne devait être qu'un zombie, dans un état de somnolence permanent dû à la malnutrition. Le médecin ne découvre aucune trace de coups ou d'abus sexuels. Jessica a juste été abandonnée, sans nourriture, sans toilette, sans lumière et surtout sans amour. Elle a entendu ses parents vivre, manger dans la pièce juste à côté. Les parents sont interrogés sur l'état de leur fille. Le père dit qu'il n'a pas vu sa fille depuis fin 2004. Il l'a entreaperçue par l'entrebâillement de la porte un jour que Marlise était entrée la voir. Mais il certifie que Marlise la nourrissait régulièrement et que la petite refusait de se nourrir. Il dit avoir donné toute l'autorité à sa compagne Marlise, qui ne décidait de rien et qu'émotionnellement, il n'est pas tellement attaché à sa fille. Marlise, elle, n'hésite pas à blâmer Jessica. D'après elle, la petite est responsable de son état. Depuis 2003, elle ne laissait personne l'approcher, ne voulait plus sortir, détruisait sa chambre en arrachant la moquette, les stores ou encore le fameux interrupteur. Elle ne voulait pas manger et encore moins avec ses parents et refusait de voir un médecin. Marlise certifie que durant ses premières années, Jessica parlait, marchait et mangeait 3 fois par jour. Mais qu'à la fin, le seul mot qu'elle pouvait prononcer était « maman ». Jessica n'étant plus présentable, Marlise parle de la honte de la présenter au monde dans cet état, et que c'est pour cela qu'elle l'a gardée dissimulée sous leur toit. Donc elle a préféré, elle, se protéger, elle et son écho, plutôt que d'emmener sa fille voir un médecin, ou même, en fait, de la confier à quelqu'un qui aurait pu s'en occuper. La cour et les jurés ne croient pas aux dires des parents, et c'est tant mieux. L'interrupteur piégé en dit long sur leurs intentions. L'état de la petite était tellement grave, ils n'ont aucune excuse concernant cela. Ce qu'ils ont fait est inhumain. Le juge ne laisse d'ailleurs aucun doute sur la culpabilité des accusés qui, de plus, abordaient une attitude insensible durant tout le procès. En novembre 2005, Marlise et Burkhard, les soi-disant parents de la petite Jessica, sont accusés de maltraitance sur personne sous leur responsabilité et de meurtre par omission avec circonstances aggravantes. Ils sont donc condamnés tous les deux à la prison à perpétuité. Alors cette affaire, elle est particulièrement sordide. Plus j'avançais dans mes recherches et plus mon cœur était lourd et serré. Certains détails m'ont amené à véritablement haïr, détester les soi-disant parents de la petite. Comment ont-ils pu vivre juste à côté sans culpabiliser pour cette fillette qui avait toute une vie à vivre? La regarder dans cet état, elle n'a jamais joué avec d'autres enfants, n'a jamais connu l'étreinte de ses parents. Pourquoi ne pas l'avoir mise à l'adoption? Et puis, par rapport aux lacunes de l'État, ce que je trouve le plus fou dans l'histoire, c'est que d'une, Marlise a été connue par les services sociaux comme une mère incapable de gérer et d'éduquer un enfant, mais vu qu'elle a déménagé dans une autre région, les informations concernant son dossier n'ont pas suivi. Un réel problème administratif
qui est d'ailleurs réglé en 2005, en créant des fichiers nationaux afin de regrouper les fichiers régionaux. Et de deux, toute la famille recevait des allocations sociales, dont une pour Jessica. Comment est-ce possible que les services sociaux ne se soient pas demandé pourquoi, si la fillette n'est plus là, les parents continuaient à toucher cette allocation chaque mois? En écrivant et en vous racontant cette affaire, j'ai beaucoup pensé à Jessica, forcément, qui, je pense, est sans doute mieux là où elle est dorénavant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Je serai très heureuse d'en discuter avec vous. Et j'ai une petite question à vous poser et j'aimerais également que vous me disiez ce que vous en pensiez dans les commentaires, si vous le voulez bien. En fait, j'ai envie de faire du thread d'horreur. Je suis trop fan du paranormal. J'adore écouter les expériences des autres, etc. Les retranscrire pour vous les partager. Enfin, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup. Après, je pense que il y a beaucoup d'entre vous qui sont attachés au fait que le week-end, c'est du true crime. Donc je me disais que potentiellement ce serait peut-être intéressant une fois de temps en temps, je pensais peut-être une fois toutes les 2 semaines, vous sortir une vidéo de thread d'horreur. Mais le mercredi plus en fait, en milieu de semaine en tout cas. Faire le nécessaire pour pas couper cette habitude du true crime. J'ai bien compris que c'était quand même très important pour vous. Donc on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Et encore une fois, je vous souhaite à tous une très belle année.